Professeur Tlili, à vous la parole. Merci beaucoup, professeur Jaïden. Donc, avant de commencer, je tiens à souhaiter la bienvenue à toute la présence, à mes chers maîtres, mes chers collègues et amis, à tous nos résidents. Bienvenue à Sousse, bienvenue à la faculté de médecine de Sousse. Donc, avant de commencer aussi, je tiens à remercier le bureau du Collège national d'urologie de m'avoir donné l'occasion de participer à cette journée. Donc, on va enchaîner avec le cancer de la prostate et cet après-midi sera dédié aux modalités thérapeutiques du cancer de la prostate. Vous allez voir qu'on dispose d'un arsenal thérapeutique assez riche et varié. Il y a de la chirurgie, de la radiothérapie, de l'hormono, de la chimio, de la thérapie ciblée. Il y a des combinaisons, des thérapies donc combinées, mais il y a aussi la surveillance active. Et donc, ma mission aujourd'hui, c'est de vous parler de la surveillance active du cancer de la prostate, ses indications, modalités, ainsi que les résultats oncologiques avec quelques perspectives d'avenir. Donc on va commencer avec quelques chiffres. Le cancer de la prostate est un cancer très fréquent. En effet, c'est le deuxième cancer diagnostiqué chez les hommes dans le monde. C'est aussi un cancer meurtrier. Il représente la deuxième cause de mortalité par cancer chez les hommes dans le monde et la cinquième cause de mortalité, toutes causes confondues. Et cette incidence ou cette fréquence va augmenter de façon inévitable. Et ça vous concerne particulièrement, vous les jeunes, et vous allez être affrontés à faire des diagnostics, vous allez diagnostiquer de plus en plus de cancers de la prostate. Et cette augmentation en termes d'incidence, elle est en fait multifactorielle, elle est due à l'augmentation de l'espérance de vie, l'adoption du mode de vie occidental dans notre pays, mais aussi à la performance de plus en plus importante des moyens diagnostiques et l'adoption de la détection précoce qui est adoptée de plus en plus. Et on estime que le nombre de cas devrait atteindre 2,4 millions de nouveaux cas par an d'ici 2040. Alors je pense qu'il y a des voix internes dans la salle qui disent « c'est super, on va faire beaucoup de prostatectomie radicale ». En fait, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire. En regardant la courbe de l'incidence du cancer de la prostate et l'évolution de cette incidence au fil du temps, et surtout depuis l'utilisation du dosage de l'antigène spécifique de la prostate, on constate que cette incidence est en train d'augmenter de façon presque exponentielle. Alors que, curieusement, la mortalité liée au cancer de la prostate n'augmente pas, elle reste stable. Cette différence dans cette courbe, elle est due au fait que la plupart des cancers diagnostiqués sont en effet des cancers dits cliniquement insignifiants. Ce terme signifie les cancers qui ont un faible potentiel de malignité ou cancer indolent, qui ont un potentiel de malignité ou d'agressivité très limité et qui ne vont pas augmenter la mortalité spécifique liée à ce cancer. Si on regarde aussi cette courbe qui représente la portion de patients diagnostiqués pour un cancer de la prostate, on trouve ce nouveau terme qui apparaît, qui est le surdiagnostic. C'est quoi le surdiagnostic? C'est le diagnostic de cancers de prostate qui sont cliniquement insignifiants et dont le traitement ne va pas modifier la survie globale ou la survie spécifique du patient, mais plutôt va peut-être provoquer des complications non nécessaires sans ajouter de bénéfices réels en termes de survie. Pour comprendre un peu plus ce phénomène de surdiagnostic et de surtraitement, prenons l'exemple de 1000 hommes qui vont subir une détection précoce ou un dépistage pour le cancer de la prostate. Sur 1000 hommes, on va sauver la vie d'un seul patient qui allait mourir d'un cancer de la prostate, mais d'autre part, il va y avoir 4 à 5 patients qui vont être hospitalisés pour des complications sévères liées à ce dépistage ou à ce traitement actif, des complications à type d'infection, des complications cardiaques ou thromboemboliques. Il y aura aussi à peu près 35 patients qui vont développer des complications surtout fonctionnelles, notamment sexuelles ou des complications qui touchent essentiellement la continence urinaire. Alors on est face à une situation particulière ou un dilemme. Comment on va maintenir cette performance diagnostique? C'est une bonne chose de diagnostiquer des cancers à un stade précoce, mais tout en évitant de faire du surtraitement, c'est-à-dire traiter des patients pour des cancers localisés à faible potentiel de malignité
qui n'allait pas évoluer de façon spontanée jusqu'à provoquer le décès du patient, mais ce traitement actif va provoquer beaucoup de complications, notamment fonctionnelles. Eh bien, la réponse magique à cette question, c'est la surveillance active. En effet, le principe ou la définition de la surveillance active, c'est qu'elle vise à épargner à ces patients-là un traitement inutile et par conséquent des complications qui sont évitables chez des patients qui ont des cancers localisés et qui ne nécessitent pas de traitement immédiat tout en restant dans la fenêtre de curabilité. C'est ça le principe de la surveillance active. L'année 1990 était pleine d'événements. Il y a eu la réunification de l'Allemagne après la chute du mur de Berlin, l'invasion du Koweït par l'armée irakienne. Mais la communauté d'urologie a eu le droit à son propre événement, qui est l'apparition du terme surveillance active pour la prise en charge du cancer de la prostate pour la première fois. Et cette idée est due à M. Philip Smith en 1990, qui a publié cet article. En fait, il s'est inspiré du modèle des tumeurs vésicales à faible potentiel de malignité. Il s'est dit, en fait, pour ces tumeurs-là, les petits polypes de la vessie, après avoir fait une résection endoscopique, et en lisant le compte-rendu anatomopathologique, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une tumeur à faible potentiel de malignité, de bas grade, limitée aux surfaces. Et qu'est-ce qu'on propose à ces patients-là? Est-ce qu'on propose une cystectomie? Non, on fait un suivi régulier par des cystoscopies, par des cytologies urinaires. C'est en quelque sorte une surveillance active. On ne va pas jusqu'à enlever le réservoir vésical pour ces tumeurs à faible potentiel de malignité. Il s'est posé la question, en 1990, pourquoi on ne peut pas faire une chose pareille pour les cancers de la prostate à faible potentiel de malignité? Pourquoi aller faire des prostatectomies radicales pour ces cancers-là? Pourquoi ne pas proposer un mode de surveillance active afin d'éviter les complications liées à cette opération quand même lourde? En 1994, l'équipe de Johns Hopkins Hospital, M. Epstein et M. Walsh, ont publié ce papier concernant les tumeurs ou les cancers prostatiques non palpables, T1C. Ils disent qu'à peu près 16% de ces cancers sont insignifiants. Il est peut-être raisonnable de faire un suivi de ces patients par des dosages de PSA et par des biopsies répétées. Ils proposent, mais sans vraiment établir un protocole fiable de surveillance avec des critères stricts d'inclusion et des modalités de surveillance bien codifiées. Alors, comment on va faire cette surveillance? On sent qu'il y a un besoin, mais comment on va le faire? Comment sélectionner les patients? Comment on va les suivre? Quels sont les critères d'inclusion, les modalités de suivi? Là, plusieurs études se sont lancées, et afin de vérifier la sécurité, la faisabilité, la modalité de cette surveillance, il y a eu plusieurs études prospectives qui se sont lancées, avec des critères prédéfinis et des protocoles de suivi spécifiés. Et en préparant cette présentation, je me suis aperçu que ce sujet-là, la surveillance active pour le cancer de la prostate, est un sujet qui inspire vraiment les auteurs. Il y a eu, entre 2000 et 2024, à peu près en 25 ans, il y a eu plus que 4500 publications, à raison d'une publication tous les 2 jours, et ce sujet continue encore à inspirer les auteurs. Voilà, c'est qu'en 2002 que le premier résultat des cohortes prospectives de la surveillance active ont été publiés par l'Université de Toronto et Johns Hopkins Hospital. Donc, et là, ce tableau-là, je pense, je ne sais pas si la lecture elle est un peu lisible, mais il y a ici les principales cohortes prospectives qui ont été lancées concernant la surveillance active du cancer de la prostate. Et ce qui nous intéresse ici, c'est les critères d'inclusion. Une chose remarquable, c'est que toutes les études se sont mises d'accord sur les critères d'inclusion, notamment le PSA, le score de Gleason, le stade clinique. Les composants sont les mêmes, mais les cutoffs sont différents. Certaines équipes ont opté pour cette surveillance active pour les scores Gleason 6, 3 plus 3, mais certaines équipes ont inclus des patients ayant un score de Gleason plus élevé, 3 plus 4. Le cutoff de PSA est aussi différent. Il y a des équipes qui ont adopté la limite de 10 nanogrammes. Certaines équipes ont choisi de faire cette surveillance, même pour les patients qui ont des PSA un peu plus élevés, à 15. Le stade clinique est aussi différent. La plupart des équipes se sont limitées aux tumeurs non palpables, T1C, mais certaines équipes étaient beaucoup plus ouvertes. Ils ont allé jusqu'à le stade clinique T2C, donc une tumeur localisée, mais qui est étendue aux 2 lobes.
Donc on voit que les protocoles sont un peu différents, mais les résultats sont encourageants. On a maintenant assez de recul, des séries publiées avec un recul de 10-15 ans, et cette série de Memorial Sloan Kettering Cancer Center Experience, donc avec 2664 patients, ISUP 1, donc Gleason 6, la mortalité spécifique par cancer prostatique, un seul patient, les patients qui ont développé des métastases, 5 patients, et le risque de métastase à 10 ans est estimé à 0,6%. Donc ce sont des résultats très encourageants, et la conclusion était claire, les résultats oncologiques sont très satisfaisants, et la surveillance active doit être recommandée fortement pour ces patients. On continue avec les études, et cette étude-là a comparé donc, les résultats oncologiques des patients ayant un cancer de la prostate à faible risque, mis sous surveillance active, versus la prostatectomie radicale. Et on voit très bien que les courbes de mortalité spécifique ou de mortalité globale sont pratiquement superposables, avec un recul de 15 ans. Une troisième étude, donc ici on avait 3 bras, un bras surveillance active, deuxième bras prostatectomie radicale, le troisième, radiothérapie, avec un suivi moyen de 10 ans, et on constate que la survie spécifique est exactement la même entre les 3 groupes. Et ça s'est traduit donc, sur le terrain, en pratique. Et ce qui est représenté en bleu, c'est la proportion des patients qui sont sous surveillance active. Et on voit que chaque année, cette proportion où la surveillance active prend de plus en plus le devant de la scène, jusqu'à représenter presque 60% en 2021. Donc ça a passé de 26% à presque 60% en 7 ans. Cette figure aussi va dans le même sens. Et à droite, on a les patients qui sont mis sous surveillance active. À gauche, les patients sont sous traitement actif, notamment prostatectomie radicale ou radiothérapie. Et on voit clairement que depuis 2015, la tendance va vers la surveillance active de façon de plus en plus prononcée. Et on estime maintenant que les patients sous surveillance active, les patients qui ont un cancer de la prostate de bas grade, à faible risque, ISUP 1, aux États-Unis sont à peu près 60% des patients, au Suède c'est à peu près 75% de l'ensemble des patients, et aux Pays-Bas à peu près 85%. Pardon. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Ces résultats très encourageants, à long terme, valides à travers de nombreuses cohortes, ont motivé un intérêt croissant pour étendre l'indication de cette surveillance active vers les cancers de la prostate à risque intermédiaire favorable. Pourquoi pas? En effet, ces experts en matière de cancer de la prostate estiment que l'histoire naturelle des cancers prostatiques à risque intermédiaire favorable ressemble plus à l'histoire naturelle du cancer prostatique à faible risque que le risque intermédiaire défavorable. C'est-à-dire le 3+4 ressemble plus dans son agressivité et potentiel d'extension à un 3+3 que le 4+3. Alors pourquoi pas essayer cette surveillance active, bien sûr avec des critères bien définis, pour évaluer les résultats oncologiques. Et plusieurs études se sont lancées et sont encore en cours, motivant ou activant cette surveillance pour les patients du groupe intermédiaire favorable ISUP 2. Et on voit que la tendance aussi, concernant les patients à risque intermédiaire favorable, va de plus en plus vers la surveillance active. Cette courbe représente les patients qui ont un risque intermédiaire favorable donc 3+4, ISUP 2, qui sont mis sous surveillance active aux États-Unis. C'est vrai que l'augmentation n'est pas similaire au faible risque, mais quand même, on a une tendance qui est très claire vers une indication de plus en plus élargie de la surveillance active pour les patients ayant un cancer de la prostate à risque intermédiaire. Et en 2010, cette proportion était de 1,6, c'est pas très clair, 1,6 je pense, et ça a presque triplé jusqu'à presque 5% des patients à risque intermédiaire favorables sous surveillance active. Et donc cette revue systématique de la littérature publiée dans European Urology a essayé de définir les critères de sélection des patients ayant un risque intermédiaire favorable et qui sont potentiellement candidats à une surveillance active. C'est une revue systématique de la littérature qui a inclus 333 études
avec des critères d'inclusion, encore une fois, assez hétérogènes. Le cutoff de PSA varie entre 10 et 20, mais la plupart des études ont utilisé le seuil de 10 nanogrammes par millilitre. Le score de Gleason, il y avait du 3+3, du 3+4, mais aussi quelques études ont opté pour le 4+3. Le stade clinique, comme j'ai dit tout à l'heure, était entre T1C et T2C. Le nombre de carottes positives, la plupart des études ont opté pour le seuil de 2 carottes positives. Le pourcentage de cancer par carotte de biopsie est varié entre 30% et 50%. Et une chose aussi très intéressante, c'est le rôle de plus en plus prépondérant de l'IRM. On voit que le nombre d'études qui ont utilisé l'IRM pour la stadification ou pour l'inclusion des patients est assez limité. 17 études, à peu près moins de 5% des études, ont utilisé l'IRM dans les critères d'inclusion. Concernant le monitoring ou les modalités de suivi, la plupart des études ont opté pour un toucher rectal tous les 6 à 12 mois, le dosage du taux de PSA entre 3 et 6 mois. Certaines études recommandent de façon systématique les biopsies de contrôle. Certaines études optent pour des biopsies en cas d'ascension de PSA ou des modifications au toucher rectal. Et finalement, les critères de reclassement ou l'indication d'un traitement actif étaient basés essentiellement sur des critères histologiques, notamment le score de Gleason, l'apparition d'un groupe 4 ou, pour les patients initialement 3+4, l'augmentation du pourcentage du groupe 4 dans les biopsies. Et on voit les recommandations qui commencent à apparaître. C'est vrai que ce sont des recommandations faibles. C'est dû au fait que les résultats ne sont pas vérifiés à long terme, mais quand même, ce sont des recommandations qui commencent à apparaître, d'offrir la surveillance active pour un groupe de patients hautement sélectionnés, très bien sélectionnés, avec des critères précis, ayant un risque intermédiaire défavorable, avec moins de 10% de pourcentage du Gleason 4, avec des PSA inférieurs à 10 nanogrammes par millilitre, un stade clinique inférieur à T2A, avec il faut bien sûr informer le patient du risque théorique plus important de développer des métastases. D'accord? Donc ça commence à apparaître et les critères ou les modalités de suivi sont basées sur le toucher rectal au moins une fois tous les 6 mois, avec un dosage du taux de PSA aussi tous les 6 mois, et les biopsies de confirmation ne sont pas indiquées systématiquement si le patient a eu une IRM préalable avec des biopsies systématiques et des biopsies ciblées par l'IRM. Et s'il y a une indication à répéter les biopsies, il faut obligatoirement faire une IRM multiparamétrique préalable à ces biopsies afin d'augmenter la sensibilité de ces biopsies. Voilà donc les recommandations de l'EAU 2023. C'est clair, pour les patients du groupe ISUP1 à faible risque, il est recommandé, le traitement standard actuellement, c'est la surveillance active. Ça, c'est très important. Et je pense que en Tunisie, il faut, si on veut s'aligner à ces recommandations européennes, il faut insister sur le fait qu'on ne doit plus proposer la prostatectomie radicale pour les patients à faible risque. Donc, ce n'est plus une modalité thérapeutique à proposer en premier lieu, c'est la surveillance active. Et pour un groupe très bien sélectionné à risque intermédiaire favorable, il est indiqué aussi de les inclure dans des protocoles de surveillance active. Donc, comme j'ai déjà dit, je répète, le traitement standard des patients ayant un cancer de la prostate de faible risque n'est plus la prostatectomie radicale ni la radiothérapie, c'est plutôt la surveillance active pour les patients, bien sûr, ayant une espérance de vie supérieure à 10 ans. Encore une fois, les recommandations de l'EAU 2023, il n'y a plus de prostatectomie radicale ni de radiothérapie dans les recommandations, c'est dépassé, c'est maintenant la surveillance active. Et pour les patients ayant un cancer de la prostate ISUP2, très bien sélectionné encore une fois, il est recommandé de proposer aussi la surveillance active comme une alternative thérapeutique
au traitement actif, notamment la prostatectomie et la radiothérapie. Et les critères d'inclusion sont très clairs, moins de 10% de glycine 4, un taux de PSA inférieur à 10, stade clinique inférieur T2A, moins de 3 carottes positifs avec moins de 50% longueur de cancer par carotte. Ce tableau résume les recommandations européennes et américaines concernant la surveillance active et on voit que pour l'EAU, c'est clair, les recommandations sont fortes pour le faible risque, sont encore faibles pour le risque intermédiaire favorable, mais pour les Américains, ils recommandent fortement la surveillance active, même pour les patients ayant un cancer de la prostate, risque intermédiaire favorable. Donc, le mode de suivi, les modalités de suivi, elles sont basées sur le toucher rectal, le dosage du taux du PSA, au moins une fois tous les 6 mois. Ce sont des recommandations fortes. L'IRM, elle est recommandée aussi fortement avant la première série de biopsies. Et si les taux de PSA pendant la surveillance augmentent, donc il faut réaliser l'IRM multiparamétrique avant les biopsies. Et les recommandations de l'ASCO sont pareilles aussi. Le toucher rectal au moins une fois par an, dosage du taux du PSA 3 à 6 mois, et pour les biopsies, il recommande une biopsie après 1 an, la biopsie de confirmation, afin d'éviter une sous-stadification de ces patients et de la répéter au moins une fois tous les 2 à 5 ans. On revient encore à ce tableau, et malheureusement n'est pas très clair, pour insister sur le fait que la modalité de suivi elle est très différente et très variable d'une étude à une autre. Le cut-off de PSA ou le rythme de suivi, quand est-ce qu'on doit faire une biopsie, tout ça n'est pas très codifié, il est très variable d'une étude à une autre. Et après l'avènement et la disponibilité de plus en plus marquée de l'IRM et les résultats donc, de plusieurs études qui insistent sur le rôle de l'IRM afin de guider la biopsie et son rôle majeur dans la surveillance active, on remarque ici que l'évolution des protocoles était marquée par l'inclusion de l'IRM dans ces protocoles-là. Mais son rôle n'est pas encore très bien défini. Dans les recommandations, on ne précise pas quand est-ce qu'on doit faire l'IRM, si on trouve une modification au niveau de l'IRM, est-ce qu'il faut systématiquement faire des biopsies, le rythme avec lequel on doit faire ces IRM-là. On manque encore de précision, on manque encore de clarification concernant tout ça. Il faut aussi, il faut que je vous parle aussi des difficultés de la surveillance active. Parce qu'en fait, la surveillance active, il y a un problème majeur, c'est le problème d'adhérence ou un problème d'observance de cette surveillance active. Et on sent ça en Tunisie. Et je pense que mes chers maîtres ici présents qui ont de l'expérience avec le cancer de la prostate me partagent le même avis, qu'on a du mal parfois à convaincre nos patients tunisiens de la surveillance active. Il y a certains patients donc qui disent oui, d'accord, je vais commencer ce protocole de surveillance. Il vient tous les 3 mois, tous les 6 mois, on fait un toucher rectal, le premier, le deuxième. Par la suite, on dit, voilà, le PSA commence à grimper, tu dois faire une IRM. Il va pour faire l'IRM. Oui, on va peut-être faire des biopsies. On fait une deuxième série de biopsies. Puis on dit, non, ton cancer est encore insignifiant, tu vas continuer la même chose. On va faire encore des touchés rectales et on va faire encore une fois une IRM et on va voir. Il y a des patients qui disent, bon, soit j'ai un cancer, soit j'ai pas de cancer. C'est quoi cette histoire de surveillance? Et si j'ai bien compris, j'ai un truc qui est insignifiant, qui ne nécessite pas une chirurgie. Je ne prends même pas de médicaments. Alors je vais m'en aller, je vais arrêter cette surveillance. Il y a beaucoup de patients qui quittent ces protocoles de surveillance. Il y a aussi en fait l'anxiété, la dépression générée par cette notion d'avoir un cancer, mais de ne pas recevoir un traitement pour ce cancer. Il faut admettre que c'est une situation très particulière et que certains patients ne peuvent pas tolérer cette anxiété, cette dépression générée par ce diagnostic et par l'absence de traitement actif pour sa maladie. Et j'ai croisé un papier en préparant cette présentation qui parle des raisons qui poussent les patients à quitter les protocoles de surveillance active.
Et il y a une chose curieuse, il y a des patients qui ont répondu « On a quitté la surveillance active à cause de nos médecins ». Comment ça? À chaque consultation, l'urologue, puisqu'il est tenu par... il doit faire ça, il annonce à son patient qu'il peut quitter à tout moment le protocole de surveillance active et on peut lui offrir une prostatectomie radicale, s'il décide de le faire. Et c'est très stressant pour le patient à chaque consultation. Il dit « Attends, c'est vous qui m'avez convaincu de faire cette surveillance active. Maintenant, c'est à moi de décider quand est-ce que je vais faire la prostatectomie radicale. Alors faites-moi cette prostatectomie. » C'est un stress qui n'est pas évident à gérer. Là. Il faut penser au vécu du patient lors de ces protocoles de surveillance active. Et à partir de là, on a insisté aux médecins qui sont dans les protocoles de surveillance active d'éviter de parler à chaque fois du traitement actif. Il faut faire une consultation informative au début, bien expliquer au patient ses options, ses modalités. Il peut sortir de ce protocole et subir une prostatectomie radicale, mais il ne faut pas répéter ça à chaque consultation. C'est frustrant pour les patients et ça peut générer donc, un arrêt de cette surveillance et un passage au traitement donc, plus agressif. Il y a aussi le coût, qui est un paramètre très important à prendre en considération. Toutes ces biopsies, ces consultations, ces PSA, c'est un aspect toujours à prendre en considération, surtout en termes de santé publique. Et il y a aussi les profils différents des patients. On sent que ce sont des protocoles assez rigides qui ne sont pas adaptés à tous les patients. Ces patients sont différents, avec des âges différents, des taux de PSA différents, une évolution différente. Il y a des 3+3, 3+4. Il y a des patients qui font grimper leur PSA. Il y a des prostates de volume différents. En fait, c'est des protocoles assez rigides pour des profils très différents. Et donc, dans un souci de précision et de performance, l'EAU a procédé à une enquête afin de préciser quels sont les axes qu'on doit améliorer et les priorités de recherche pour améliorer ces protocoles de surveillance active. Et ce papier a été publié en 2023 dans l'European Urology. Et la conclusion était claire, il faut privilégier ou favoriser le rôle de l'IRM multiparamétrique. Il faut bien préciser son rôle, son rythme, ses modalités, afin d'éviter ou d'épargner les patients des biopsies inutiles. En fait, c'est la chose qui pousse plus le patient à quitter ses protocoles de surveillance, c'est le fait de répéter les biopsies à chaque fois. On sait tous, nous les urologues, on a de l'expérience avec ces biopsies prostatiques. C'est quelque chose de pas vraiment agréable. Je pense qu'on est unanime là-dessus. Les biopsies prostatiques est une expérience assez, surtout lorsqu'elle est faite sans anesthésie générale. Donc c'est une expérience assez désagréable pour les patients. Et pour limiter ou diminuer le nombre de biopsies non nécessaire, il est peut-être conseillé ou recommandé de faire plus d'IRM prostatique afin de préciser quels sont les patients qui vont peut-être nécessiter de faire une biopsie de contrôle ou une biopsie de confirmation. Il y a aussi une volonté ou une directive d'améliorer ces protocoles afin qu'ils soient plus personnalisés, plus dynamiques. Avec des calculateurs de risque, par exemple. Quels sont les patients qui nécessitent un rythme de surveillance plus poussé? Et il y a plusieurs papiers qui ont été publiés concernant le rôle de l'IRM dans la surveillance active, notamment ce papier par l'équipe de radiologie de l'hôpital Johns Hopkins, publié dans l'European Radiology en 2021. Et ils ont essayé d'établir un score, le Precise Score. C'est un score radiologique basé sur l'IRM et il permet de prédire le risque radiologique de progression, ce qui va sélectionner les patients qui sont peut-être candidats à des biopsies prostatiques au cours du protocole de surveillance. Voilà le score Precise, donc codé de 1 à 5, et la conclusion de cette étude était claire. Les patients qui ont un score Precise entre 1 et 3 ont un très faible risque de progression clinique et peuvent éventuellement échapper ou éviter cette biopsie, d'être rebiopsiés. Voilà. C'est un autre papier, un autre article qui parle du rôle de l'IRM pour guider la surveillance active dans le cancer de la prostate.
Et les conclusions aussi sont en faveur du rôle de plus en plus prépondérant de l'IRM qui permettent d'aider à identifier la progression clinique ou les patients qui sont en progression et qui sont bien évidemment candidats à des rebiopsies. Et il conclut que les séries de biopsies de contrôle peuvent être évitées de plus en plus par l'IRM. On a aussi essayé de développer donc, des modèles de prédiction, notamment le modèle STRAIT-15. Donc, ce sont des modèles multivariables basés sur l'IRM essentiellement. Et la conclusion était que cette étude prospective multicentrique a permis de développer un certain modèle multivarié qui intègre les données de l'IRM et qui peut prédire la progression de la maladie vers un risque intermédiaire défavorable chez les patients sous surveillance active. Et que ce modèle ou ce calculateur STRAIT-15 pourrait guider les discussions et la prise de décision pour les stratégies de surveillance active personnalisées afin de sélectionner les patients qui sont plus à risque de progression et donc nécessitant de faire des biopsies prostatiques. Et les progrès continuent et l'équipe de Johns Hopkins ont proposé aussi cette c'est une échographie plus précise, micro-ultrasound, avec une sonde de haute intensité, de haute fréquence, 30 MHz, qui permet donc une amélioration de la qualité d'image avec développement d'un score qui peut estimer le grade histologique. Et là, c'est une image d'un cancer de la prostate, d'une image hypoéchogène très nette, très évidente, et avec un score Gleason 4+4 à 60%, c'est-à-dire une fidélité de 60% qui permet de prédire les lésions à biopsier ou les patients qui présentent une éventuelle progression clinique. Il y a aussi des papiers de plus en plus fréquents concernant le rôle de l'imagerie fonctionnelle, notamment le PET scan, PSMA, et ces images montrent un cancer de la prostate périphérique du lobe droit, T2, hyposignal T2, avec aux séquences de diffusion une image hypodense. Et là, on voit aux séquences de PSMA que cette image elle est très active et il y a des scores de corrélation entre l'activité, le signal, l'intensité du signal et le degré de différenciation histologique. C'est en cours d'évaluation, mais peut-être que ça va donner plus de possibilités pour sélectionner les patients qui sont plus à risque de progression clinique et qui nécessitent des protocoles de surveillance plus stricts ou un rythme de biopsie plus intensifié. Il y a aussi les études génétiques. Il y a plusieurs études en cours afin de déterminer certains gènes ou certaines mutations qui sont susceptibles de prédire les patients à risque de progression. Mais ce sont des études en cours. Alors, pour terminer, les résultats oncologiques des cohortes prospectives ont confirmé que la surveillance active est une modalité thérapeutique sûre, efficace et valide, permettant ainsi de la recommander comme un traitement standard pour le cancer prostatique à faible risque USUP1, mais aussi d'intégrer un sous-groupe de patients sélectionnés à risque intermédiaire favorable USUP2. Pour l'avenir, une surveillance active plus personnalisée, dynamique, avec un rôle plus important de l'IRM multiparamétrique, permettra peut-être de réduire davantage le nombre de biopsies non nécessaires afin de garantir une meilleure observance, une meilleure adhérence à ces protocoles de surveillance. Je termine par ces mots. La surveillance, elle est permanente en ses effets, malgré qu'elle est discontinue en ses actions. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Tlili, pour cette excellente mise au point sur la surveillance active. Je pense qu'on aura des questions. Alors, je commence par ceux qui nous suivent sur le net. Docteur Zribi, est-ce que vous voulez intervenir sur le sujet? Je vous donne la parole. Oui, merci. Vraiment, c'était excellent. Alors, toujours, je reviens en pratique au quotidien. Alors, un patient, il vient, vous découvrez un low risque et il exige, après bien sûr une discussion avec vous, il exige la prostatectomie. Moi, je pense qu'il faut lui offrir cette alternative. Sinon,
Sinon, est-ce que vous... Le son coupe. Peut-être voyez si vous mettez que, la vidéo, ce sera plus stable. Oui, oui. Voilà, Ah, avec la d'accord, vidéo, ça d'accord. va stabiliser le son. Voilà. Alors un patient qui vient, il vous diagnostique un low risk, alors, et il exige, après discussion, il exige la prostatectomie radicale, je pense que vous devrez lui offrir cette alternative. Deuxièmement, je vous pose une question, est-ce qu'il y aurait une place à une alternative entre les deux? Deuxième peut-être question et remarque, si vous allez faire des IRM et réduire le nombre de biopsies. Moi, je pense qu'il faut garder le même radiologue et le même protocole. Et parce que comme ça, on compare le comparable. Et je pose une question, si jamais le PSA grimpe un tout petit peu et vous trouvez que la lésion qui était présente à l'IRM disparaît. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous proposez aux patients? Voilà, merci. Merci. Donc, je vais essayer de répondre à toutes les questions. On commence par la première. En fait, le cas de figure du patient qui a un cancer à faible risque, mais qui refuse la surveillance active. Là, théoriquement, on n'a pas de choix. On doit lui proposer la prostatectomie radicale. Mais en fait, toute la question est comment on a abordé le sujet avec le patient et la consultation informative. Ce qui est recommandé est de ne pas offrir la prostatectomie radicale comme une solution dès le début. Il faut parler avec le patient qu'il a un cancer à faible risque et que le risque de progression ou le risque de métastase est très minime, voire insignifiant. Et donc, il faut insister sur l'importance et la nécessité de suivre un protocole de surveillance active. Mais enfin, si le patient refuse, on est dans l'obligation de faire une prostatectomie radicale. D'ailleurs, il y a beaucoup de patients qui quittent ces protocoles de surveillance et choisissent d'être opérés. Mais la question, en fait, le point important est de ne pas proposer cette prostatectomie comme une alternative équivalente à la surveillance active pour ces patients-là. La deuxième question, c'est l'IRM, je pense, et les radiologues. Oui, en fait, on a abordé ce sujet tout à l'heure. On a eu la chance d'avoir avec nous professeur de la taille la semaine dernière. Il nous a parlé, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience avec le cancer de la prostate. Il a souligné ce point en disant que parfois, il y a des patients qui viennent à sa consultation avec des IRM faites hors centre et qu'ils trouvent le compte-rendu pas tout à fait convaincant. Alors, il dit clairement qu'en cas de doute ou en cas de problème d'interprétation d'IRM, il vaut mieux faire une relecture de l'IRM par quelqu'un d'expérimenté. Et en fait, l'IRM prostatique est un truc ou un examen qui est très subjectif, contrairement à ce qu'on pense. C'est un examen qui est très, très subjectif. Et l'expérience du radiologue joue un rôle très, très important. Et on vient d'avoir avec nous un expert en matière d'IRM prostatique. Il vient de nous dire que la courbe d'apprentissage, elle est assez longue et qu'il faut beaucoup d'IRM prostatique pour être un expert en IRM prostatique. Et on ne va pas donc changer la réalité qu'en Tunisie, on a actuellement un problème concernant la lecture de l'IRM prostatique. Il n'y a pas beaucoup d'experts à cause de nombre de cas assez limité. Il n'y a pas beaucoup d'experts en matière d'IRM prostatique. Donc, c'est un point assez délicat parce que la surveillance active nécessite actuellement une IRM d'excellente qualité, de très haute qualité, fiable, pour se baser sur cette IRM-là afin de prendre des décisions parfois des décisions, disons, très très importantes, de passer en traitement actif, de faire des biopsies. On se base sur cette IRM. Et donc, la moindre des choses, que cette IRM soit être faite selon les normes et par un expert. La troisième question, c'était... j'ai oublié la thérapie focale La thérapie focale en alternative. Oui, en alternative à la prostatectomie. La thérapie focale en alternative avec la prostatectomie. La surveillance oui. active. Ah, des études comparant les résultats de la surveillance active et de la thérapie focale. C'est ça. Bon, enfin, c'est une alternative intermédiaire. Oui, oui. Il y a plein d'études en cours. Il y a même des études qui comparent pour ces patients-là la surveillance active versus l'enzalutamide.
J'ai croisé une étude qui parle de ça. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours. Honnêtement, je sais pas les recommandations. Je connais pas les recommandations concernant la thérapie focale versus la surveillance active. Il y a un problème de connexion, je pense. On ne vous entend plus. Ok. Ça s'est déconnecté. Docteur Zoueri, vous voulez poser une question? Je vous donne la parole. Il faut allumer votre micro. Allumez votre micro. Firas, Oui, merci à vous. Oui, merci à vous, merci à vous. Et merci pour cette présentation. J'ai voulu juste mettre le point sur l'intérêt d'une relecture de l'IRM par un radiologue expérimenté, vu qu'il y a une très grande variabilité interlecteur de l'IRM prostatique, et avoir un suivi régulier par un seul radiologue lors de la surveillance active, parce que, comme vous le savez, il y a maintenant une tendance de plus en plus d'avoir une place de l'IRM dans la surveillance active. Ils ont tendance à délaisser peu à peu le toucher rectal et les biopsies répétées. Donc, l'intérêt de l'IRM dans ce protocole de surveillance, pourquoi pas à l'avenir l'intérêt de l'imagerie nucléaire, le PET scan à la PSMA, qui a une place maintenant dans la récurrence biologique, plus ou moins dans l'évaluation de l'extension extra-prostatique. La surveillance active, ça va venir de plus en plus. Et sinon, j'ai voulu savoir, est-ce que vous avez une expérience personnelle quant aux patients qui sont sous surveillance active? Est-ce que c'est faisable ici dans nos hôpitaux ici en Tunisie? Merci Firas. Oui, en fait, tout à fait. C'est ce qu'on vient de dire concernant le rôle de l'IRM qui est de plus en plus marquant. Il est nécessaire d'avoir un radiologue de référence qui va interpréter ces IRM. Et donc, c'est essentiel pour avoir un protocole de surveillance active fiable. Donc, il est nécessaire d'avoir un radiologue expérimenté. Oui, le rôle de l'imagerie fonctionnelle, notamment le PET à la PSMA, c'est en cours d'évaluation, ce n'est pas encore dans les recommandations. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'en Tunisie, il y a un accès assez difficile pour ces imageries de pointe et ce n'est pas évident de lancer la surveillance active. On a quelques patients sous surveillance active, mais vraiment, on a du mal à étendre cette surveillance active à plus de patients à cause de la faisabilité de l'IRM essentiellement, mais aussi à cause de problèmes de l'adhérence de ces patients à la surveillance active. Il faut savoir les convaincre, il faut à chaque fois maintenir cette surveillance et ce n'est pas évident avec les patients qui demandent ou réclament à chaque fois un traitement actif. Donc, c'est parmi les obstacles qui nous empêchent d'avoir une large série de patients sous surveillance active. Il faut peut-être penser à des solutions, penser à des campagnes de sensibilisation à la surveillance active, par exemple en Tunisie. Pourquoi pas? Donc, voilà. Docteur Zribi, vous voulez revenir? Vous avez de nouveau une connexion? C'est Ahmed. Bon, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, mes chers résidents, voilà une question. Pour les critères d'inclusion de la surveillance active, est-ce que le type histologique de cancer de la prostate, par exemple ATK prostatique avec composante crubriforme ou entre dans les critères d'inclusion, ou en cas on trouve une composante crubriforme, par exemple, on passe directement à la prostatectomie radicale. Tout à fait. La présence de composantes intraductales crubriformes est une indication à traitement actif parce que c'est de très mauvais pronostics associés à des cancers de haut grade. Donc, ouais.
Une autre question dans la salle? Voilà. Merci, Dr Hassem, pour cette présentation. Concernant les critères d'inclusion aussi, parmi les critères d'inclusion de l'EAU dans la surveillance active, il y a le nombre de carottes positives qui ne doit pas dépasser les 3 carottes positives. Est-ce que ce critère est applicable même si on procède à une biopsie prostatique systématique avec des biopsies ciblées IRM guidées, ou bien seulement si on procède à une biopsie systématique 12 carottes? Parce que si on fait une biopsie IRM guidée, on a plus de chances de tomber sur des carottes positives. Tout à fait, tout à fait. Il est recommandé de faire une IRM multiparamétrique précédant les biopsies et donc faire des biopsies systématiques plus guidées. Ça sous-entend que les biopsies étaient guidées par l'IRM. Voilà. Donc le nombre de carottes positives 3, limité à 3, si le patient a eu une IRM au préalable, avec des biopsies guidées, bien sûr. Et même pour les biopsies les biopsies de confirmation ou les biopsies dites de reclassement, il est recommandé de faire une IRM avant les biopsies. Une autre question, cher résident? C'était clair? Alors j'ai une question au panel du docteur Chachou. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est que par rapport à l'anxiété du patient lorsqu'on l'inclut dans un protocole de surveillance active, je pense que cette anxiété, elle est partagée aussi avec son médecin. Puisque moi, personnellement, je n'ai jamais vu un patient mis dans un protocole de surveillance active et qui le respecte à 100%. Donc j'ai toujours cette frustration de perdre le patient et de le revoir quelques années plus tard avec un cancer significatif, localement avancé ou bien métastatique. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième, je ne sais pas si je peux poser cette question sur le plan déontologique et éthique, mais nous sommes aussi dans un cours de collège et nous avons devant nous des jeunes résidents et de jeunes médecins. C'est une question par rapport à la formation de résidents et de jeunes urologues. Si on ne va plus faire des prostatectomies radicales pour des patients qui ont un cancer de la prostate de faible risque et de risque intermédiaire, et que le cancer au risque et de cancer localement avancé, on privilège de plus en plus la chirurgie, mais la radiothérapie reste de première place. Donc peut-être que dans quelques années, on ne va plus trouver des urologues qui peuvent faire des prostatectomies radicales. Et est-ce qu'il y a des études qui ont étudié ça, l'impact que les urologues ne font plus de prostatectomie radicale sur l'intérêt de la population générale? On ne peut pas ne pas faire des prostatectomies chez des patients à faible risque et commencer directement par des patients à haut risque ou bien avec des cancers localement avancés. Est-ce que ceci a un impact sur la mortalité de la population générale? Oui. En fait, je vais commencer par répondre à la deuxième question concernant la prostatectomie radicale et le fait qu'on va faire de moins en moins de prostatectomie radicale pour cancer de la prostate. En fait, je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, la prostatectomie radicale garde toute sa place dans le panel thérapeutique. Et d'ailleurs, tout à l'heure, mon cher ami Dr Chakroun va parler de la prostatectomie radicale. Mais ces indications sont plus claires, plus précises. Le risque intermédiaire, c'est toujours le traitement de référence, que ce soit favorable ou intermédiaire défavorable. En fait, elle est plus proposée pour les cancers à faible risque parce qu'il n'y a pas de résultat oncologique supérieur à la surveillance active avec des taux de complications, notamment fonctionnels, beaucoup plus importants. Donc, mais pour le risque intermédiaire favorable, c'est encore le standard du traitement. C'est-à-dire la surveillance active pour le risque intermédiaire favorable, c'est un sous-groupe de patients très bien sélectionnés, qui représente à peu près 5 à 10% des patients risque intermédiaire favorable. Mais pour le reste, et pour le risque intermédiaire défavorable, et même pour les patients à haut risque, tant que c'est localisé, la prostatectomie radicale, même pour les tumeurs localement avancées, elle garde encore sa place, mais dans le cadre d'un traitement multimodal. Donc, ne vous inquiétez pas, les chers résidents, vous allez voir toujours et encore des prostatectomies radicales et vous allez pouvoir poursuivre votre formation, en
toute sécurité. Concernant la première question et l'anxiété générée, oui, bien sûr, c'est un peu philosophique en fait. C'est une frustration partagée par le médecin et par le patient. Il y a des patients qui ne sont pas très disciplinés, il y a des patients qui sont un peu plus disciplinés, mais il faut essayer de trouver un terrain d'entente avec le patient et bien lui expliquer, essayer de personnaliser la prise en charge. Ce n'est pas la consultation de 5 minutes ou 10 minutes dans laquelle on lui dit « tu as un petit machin, on va te surveiller, on ne va pas t'opérer ». Non, il faut prendre le temps, prendre le soin de parler avec lui, de le convaincre, de lui expliquer toutes les modalités et d'être plus disponible pour ces patients-là particulièrement, de leur préserver une matinée à part entière. C'est quelque chose de plus personnalisé afin d'essayer de recruter et de les convaincre surtout à suivre ce protocole. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui commencent, mais par la suite, pas mal d'entre eux vont quitter ces protocoles de surveillance active. Voilà. Merci beaucoup, professeur Tlili, pour cette très intéressante conférence et surtout le débat animé qui en a suivi.